souhaite reconduire le mouvement de grève. Devant le dépôt Esso de Normandie, poursuite de la grève, votée cet après-midi. Merci à tous ces camarades, donc particulièrement pour Vaisseau. On va être vigilants pour être à vos côtés concernant les réquisitions préfectorales. Quelques instants plus tard, la nouvelle tombe. Les premières réquisitions sont arrivées. Un huissier de justice vient de remettre à l'instant une lettre de réquisition à un salarié gréviste qui était ici en poste. Et donc il y a une injonction pour lui imposer de travailler. 4 salariés sont concernés. 2 vont travailler dès aujourd'hui et ouvrir les vannes d'un oléoduc pour ravitailler l'Île-de-France. Que risque le personnel réquisitionné en cas de refus? Théoriquement, 10 000 € d'amende et 6 mois de prison. En réaction à ces réquisitions, certains syndicats ont décidé de durcir leur mouvement. La grève s'étend en France, elle a été reconduite partout et aux 5 raffineries déjà à l'arrêt s'ajoute depuis aujourd'hui celle de Donges, dans l'Ouest. Qui est favorable au mouvement de grève cet après-midi? C'est clair, mes camarades. Sans cette raffinerie, la deuxième de France, l'approvisionnement de toute la façade atlantique pourrait devenir plus difficile. Enfin, est-ce un début de dialogue? La direction de Total Énergie a reçu cet après-midi la CGT pour la première fois depuis le début de la grève. Mais devant le siège de l'entreprise à Paris, le syndicat reste prudent. Je rappelle que ce ne sont pas des négociations, puisqu'on est reçu individuellement. Les négociations, c'est régi par la loi. Il faut que toutes les organisations représentatives puissent être présentes. Donc c'est une réunion de concertation et d'échange, nous dit la direction. Eh bien, on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Nous, le discours, il est clair. Il faut passer très vite aux négociations. Il faut très vite trouver un accord. Philippe Martinez, le patron de la CGT, vient d'annoncer qu'il contestera devant les tribunaux tous les ordres de réquisition pour tenter de les faire annuler. Cela s'apparente presque à une chasse au trésor. Pour les 39 millions d'automobilistes, la recherche d'une station-service ouverte passe par le bouche à oreille, mais surtout par des boucles de messages entre voisins, entre collègues et des applications sur téléphone portable. Sur la piste de l'or noir, Maureen Alibert, Thierry Marquez et Philippe Véron. C'est la fin d'une quête pour Mathilde. Alors ça y est, le moment tant attendu? Oui, voilà, il était temps. Après une demi-heure d'attente, elle peut enfin faire le plein de sa voiture, presque à sec. Une station-service approvisionnée en carburant, trouvée quelques heures plus tôt grâce à cette application. Donc je vais sur la liste et directement on voit en fait où c'est ouvert. Par exemple, si là je vais sur Intermarché à Volpénil, là ils disent qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais le seul carburant qui est disponible, c'est l'éthanol. C'est grâce à cette application que j'arrive à plus ou moins à m'adapter. Là, actuellement, dans cette pénurie, ça nous sauve la vie, entre guillemets. Diane a elle aussi trouvé du carburant grâce à un site internet. Il y a une carte que j'ai trouvée sur internet en écrivant pénurie d'essence qui disait en temps réel les stations où les utilisateurs mettaient qu'il y avait de l'essence ou pas d'essence. Donc on cherche sur le zone où on est et en principe c'est en temps réel. Et celles qui sont remplies, elles sont en jaune. Et celles qui sont en orange foncé, il n'y en a pas. Et ça marche. Autre méthode souvent efficace, le coup de téléphone. J'ai appelé tout simplement l'Intermarché, on va dire local, qui m'ont dit qu'ils étaient en train de se faire livrer par une citerne, que c'était fermé pendant 1 heure et qu'après, on pourra effectivement venir s'approvisionner. Une galère partagée toute la journée sur les réseaux sociaux où la solidarité s'organise. Sur les réseaux, c'est un peu le seul moyen, au-delà de ses proches, d'avoir une autre information qui vient de personnes qu'on connaît de près ou de loin, mais en tout cas qui habitent dans le secteur. Des solutions qui permettent souvent de gagner du temps et d'éviter d'interminables files d'attente. Point très important à retenir, ces réquisitions dont nous parlions il y a un instant serviront uniquement à ravitailler les pompes à essence réservées aux véhicules prioritaires. Qui établit cette liste? Est-elle la même partout en France? Est-elle définitive? Florian Litzler, Xavier Boucher et Pauline Lefrançois. Ils sortent du rang et doublent tout le monde. Ces militaires sont considérés comme prioritaires. Dans cette station-service, ils ont une pompe dédiée. Et cela ne concerne pas que l'armée. Ces ambulanciers n'attendent pas non plus, tout comme ce régulateur du SAMU, que les agents de sécurité font avancer avant les autres. Je faisais la queue comme tout le monde et ils ont vu la voiture avec le pare-soleil SAMU ARM. Donc c'est vrai que ils m'ont demandé de passer, donc j'ai dit c'est très bien, comme ça permet d'aller tout de suite aller travailler. Et si votre véhicule n'est pas sérigraphié, il faut montrer votre carte professionnelle. Cette infirmière
est venue tout équipée. J'ai soit, du coup, on a le badge de l'hôpital avec notre carte d'identité et un mail attestant les stations qui peuvent nous procurer du gasoil. Cet accès prioritaire n'existe que dans une douzaine de départements. C'est le préfet qui décide. Mais qui exactement est concerné? La liste est longue. Il y a évidemment les forces de l'ordre, les soignants et les pompiers. Mais aussi les services de l'énergie, des télécommunications, les transports scolaires, la poste, les dépanneurs, les camions frigorifiques et les pompes funèbres, et d'autres encore. Voilà la liste publiée par la préfecture du Var. Elle fait 2 pages. Problème, chaque préfecture a la sienne. Ainsi, dans le Pas-de-Calais, les pharmaciens sont prioritaires, mais ils ne le sont pas juste à côté, dans la Somme. De quoi perturber dans la profession. Franchement, personne n'y voit clair en fait, dans l'accès en fait, aux pompes prioritaires. Donc ça pose problème. Nous, ce qu'on veut, c'est une harmonisation du dispositif à l'ensemble de la région. D'autres professions, comme les taxis, ne sont pour l'instant pas considérées comme prioritaires et demandent aux préfectures d'intégrer les listes. Elle ne figure pas sur la liste des véhicules prioritaires, les 100 000 infirmières libérales qui se déplacent à domicile chaque jour. Écoutez ces témoignages recueillis par Marine Brossard et Marie Simon. Karina est sortie de l'hôpital hier. Elle a dû attendre 7 heures avant que l'infirmière arrive enfin pour atténuer ses douleurs. On m'a expliqué la situation par rapport à la pénurie d'essence et effectivement que j'allais devoir attendre 22 heures du soir pour pouvoir être perfusée à la maison. En plus du stress de l'opération post-opératoire, on rajoute ce stress un peu inutile de base. Impossible pour Mallory d'arriver avant, car elle est obligée de limiter au maximum ses trajets. D'habitude, j'y vais un peu au feeling. Là, je regarde vraiment toutes les adresses, je calcule tout, je regarde quel patient je vais faire en premier, en dernier, le plus proche de mon domicile. Cette infirmière libérale parcourt plus de 100 km par jour pour aller voir ses patients. Cette voiture, c'est son véhicule personnel, le seul qui contient encore du carburant. Il n'y a même plus d'essence. Mais son plein ne tiendra pas plus de quelques jours. Une fois que moi j'aurai vidé mon réservoir, que j'en ai plus, ma collègue qui peut prendre le relais n'en a plus, qui va aller travailler, je sais pas. On en est vraiment à prier pour qu'il n'y ait pas d'astreinte la nuit et qu'un patient nous appelle. Alors il faut prioriser. Si vous avez mal? Ici, il faut changer un pansement qui ne peut pas attendre. Si on espace beaucoup plus ce pansement, il y a un risque infectieux énorme. On a besoin d'elles, donc c'est vrai que c'est important pour nous de savoir qu'elles vont passer. Dans toutes les régions concernées par les pénuries de carburant, les soignants doivent se réorganiser. Cette autre infirmière a carrément dû faire sa tournée à pied ce week-end, jusqu'à 20 km par jour avec son matériel sur le dos pour aller au chevet des malades. Un greffé, un diabétique, une personne sous chimiothérapie, une personne qui n'est plus alimentée par la bouche et qui est alimentée que par les voies veineuses, l'arrêt de soins, c'est l'arrêt de vie. Si elle ne trouve pas d'essence, elle le refera. Mais Zineb ne comprend pas qu'elle et ses collègues ne soient pas considérés comme des véhicules prioritaires. C'est un combat avec les pompistes parce qu'ils ont peur de nous passer en priorité parce qu'ils se font agresser. Nous, on a peur de passer en priorité parce qu'on a peur d'être agressé. Tous les soirs, on va dormir avec la boule au ventre. Est-ce que je vais pouvoir finir ma journée demain en voiture ? Ce soir, la Fédération nationale des infirmiers réitère sa demande aux autorités, permettre aux professionnels libéraux l'accès au carburant nécessaire à leur métier. D'autres professionnels vivent des heures difficiles. Nous vous parlions hier des livreurs, des artisans, des réparateurs qui ont un besoin impérieux de leur véhicule. C'est aussi le cas des transporteurs frigorifiques. Chaque jour, des milliers sillonnent la France, chargés de produits frais ou surgelés. Ils alertent sur les risques de rupture d'approvisionnement en produits alimentaires. Manon Debu, Vincent Lameau et Gauthier Delobette. Du carburant, ce grossiste en viande de porc en consomme tous les jours pour livrer boucheries et charcuteries de la région. Des produits frais maintenus à 4 degrés à bord de ces camions frigorifiques qui consomment plus de gasoil que la moyenne. C'est forcément plus gourmand qu'un camion classique, de à peu près peut-être une dizaine de %. Alors pour économiser du gasoil, Hervé a mis 3 de ses 10 véhicules à l'arrêt, une obligation s'il veut continuer à travailler. Je pense que si on ne retrouve pas un équilibre sur l'approvisionnement, d'ici une semaine, on va avoir des grosses conséquences sur l'ensemble de la filière et donc les consommateurs. Ce boucher est l'un de ses clients. Sa viande vient de toute la France. Sa plus grande crainte, un comptoir vide.
Demain, si on n'a pas nos marchandises, on ne sait pas vendre, quoi. Donc forcément, c'est un gros manque à gagner pour l'entreprise. L'histoire se répète dans ce centre de surgelés. Tous les jours, ce gérant reçoit des palettes de marchandises. Elles arrivent ici grâce à des transporteurs eux-mêmes touchés par la pénurie de carburant. Ce qui m'embêterait, c'est que si lui, il n'a pas d'essence, moi, il ne me livre pas et je ne peux pas répondre aux besoins de mes clients qui ont besoin de nous. C'est le cas de Michael. Je vous ramène la commande. Voilà. Il commande à l'entreprise plus de 300 € de surgelés par mois, l'essentiel de ses repas. S'il n'est plus livré, il n'a pas de solution. Ici, sur le secteur, je ne vois pas où je pourrais m'approvisionner, quoi. Et je ne vais pas, moi, me déplacer avec mon véhicule en sachant les problèmes en ce moment de carburant. Et si la pénurie se poursuit, les surgelés et produits frais pourraient aussi bientôt disparaître des rayons des grandes surfaces. Comme 1 Français sur 6, vous prenez le bus, le train ou le métro pour aller travailler le matin. Métro et train fonctionnent à l'électricité, mais les bus, les cars et des centaines de locomotives de la SNCF ont besoin de gazole. Chez de nombreux transporteurs, les stocks de carburant sont déjà au plus bas. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Noé Gandillot, Anaïs Lebranchu et Isabelle Marie. Soulagement à Évry-Courcouronnes, les bus sont de retour. Hier matin, pas un ne circulait. C'était horrible. Ah, malheureusement, j'ai dû marcher. J'étais obligé d'appeler mon employeur pour dire que je ne pourrais pas. Et donc c'était galère? Un petit peu parce que j'ai beaucoup de mal à marcher. Hier donc, cette conductrice a passé sa matinée au dépôt de bus à attendre avec tous ses collègues la livraison de carburant. Elle a finalement pu reprendre le volant dans l'après-midi et répondre à l'incompréhension des passagers. Il y a ceux qui demandent pourquoi vous n'étiez pas venus. Vous êtes en grève? Et nous, on a expliqué, ben non, c'est la pénurie de carburant, tout simplement. Car les bus aussi doivent se ravitailler. Et ça ne se passe pas dans une station-service, mais dans un dépôt, comme celui-ci. Je te fais le plein? Les sociétés de bus, comme ici à Caen, ont leur propre pompe à essence. Elles sont même livrées en priorité. Malgré cela, c'est un casse-tête pour se faire livrer du carburant. Est-ce que tu peux demander l'autorisation pour 36 mètres cubes de carburant pour vendredi, s'il te plaît? Ok. Il faut en permanence relancer les fournisseurs. Vous devez normalement me livrer 36 mètres cubes de gasoil aujourd'hui. Oui, mais on n'a pas trouvé de transport. Ah, d'accord. Donc là, on est en train de voir, on cherche. Une mauvaise nouvelle, mais heureusement, peu de temps après... Et bonjour. La livraison tant attendue arrive enfin à 17h30 ce soir. Pour l'instant, cette société de transport normande tient, tout comme celle-ci en Île-de-France, mais jusqu'à quand? On a en stock aujourd'hui la capacité sur l'Île-de-France de tenir 48 heures. Donc je suis inquiet effectivement. On est particulièrement attentif à l'évolution de la situation. Et on a réussi effectivement à mettre en place une cellule de crise. Cette cellule veille à ce qu'aucun dépôt de carburant ne se retrouve à sec pour que les 4000 bus de l'entreprise puissent continuer à rouler. 10 jours, c'est le temps qu'il faudrait pour que la situation se résorbe totalement si les grèves s'arrêtaient maintenant. Et 10 jours, c'est aussi ce qui nous sépare des vacances de la Toussaint. Un tiers des Français a prévu de partir. Des millions d'entre vous comptaient prendre la voiture. Comment faire si les réservoirs sont vides? Il existe quelques solutions. Lorraine Poupon, Iman Rachati et Hélène Massiot. T'es pressée de rentrer sur Perpignan? Oui. À quelques jours de retrouver sa famille, Camélia doit se rendre à l'évidence. Cette année, il va falloir changer ses habitudes. Là, il y a un petit souci qui se pose. Au vu de la pénurie d'essence, on se pose la question de rentrer ou non, puisque arrivé à mi-route, il faut bien se réapprovisionner. Pour sauver ses vacances, avec ses 2 enfants et son petit frère, elle cherche d'autres solutions, à commencer par le train. Donc là, on nous propose un prix pour l'aller-retour de 508 €. C'est quand même assez coûteux comparé à la voiture. En voiture, j'en ai pour 150 € l'aller, donc environ 300 € l'aller-retour. Sur le site de la SNCF, selon les trajets, il reste encore des places. Mais attention, plus les réservations sont tardives, plus les tarifs sont élevés. Le premier week-end des vacances, certains Paris-Marseille affichent déjà complet. Sinon, comptez minimum 79 € par personne. 65 € pour un Paris-Lyon. Reste l'option bus. Sur les mêmes trajets, le Paris-Marseille est affiché à 50 €. 25 € pour aller à Lyon. En gare routière, les réservations augmentent. Avec un
Nous avons vu une hausse de 25% par rapport à 2021, en ce début du mois d'octobre 2022. Et nous estimons que cette hausse est due à la fois à la crise, à la pénurie de carburant que nous connaissons tous, et à la fois à l'effet vacances qui arrive dans une dizaine de jours. L'année dernière, sur la même période, 250 000 vacanciers avaient fait le choix du bus. Ils seront plus de 300 000 cette année. Si malgré tout, vous avez réussi à remplir votre réservoir, vous avez peut-être payé le litre d'essence ou de gazole bien plus cher que d'habitude, près de 2,50 € en région parisienne. Est-ce légal? Qui fixe les prix? Qui les contrôle? Tiffaine Leproux, Laura Baquet et Alexandra Poupon. Le diesel à 2,36 €, 2,42 € et même 2,50 € le litre. À la pompe, vous l'avez sans doute remarqué, les prix flambent. Je suis allée donc il y a quelques jours mettre de l'essence et on est passé de 1,70 € à 2,10 €. J'ai vu dans une pompe de 2,25 €. C'est vraiment abusé, juste parce qu'il n'y a plus d'essence, les gens ils en profitent pour augmenter les prix. Pas le choix, on a besoin d'alimenter, quoi qu'il en soit, quel que soit le prix. Certains distributeurs profitent de la situation pour augmenter les prix. Nous avons rencontré ce gérant d'une station dans l'Oise. Le créneau horaire, ils m'ont donné midi 22 h. Comme tous les distributeurs, il est libre de fixer son prix. Ici, 1 litre de diesel coûte 2 €. Pourquoi? Parce que depuis une semaine, il achète chaque litre 20 centimes plus cher. Une hausse qu'il répercute sur le prix final pour conserver sa marge. J'ai pas peur de le dire, il nous faut une marge de 10 centimes par litre pour arriver à vivre. Quel que soit le prix d'achat, ça fait des années qu'on prend 10 centimes de marge pour le carburant. Est-ce qu'il y en a qui augmentent un petit peu le prix pour profiter de la situation selon vous? Alors ça, c'est possible que certains profitent de la pénurie. Pour le représentant de la filière, ces cas existent, mais ils sont rares. Les écarts de prix entre stations dépendent aussi de l'origine de l'approvisionnement. Par exemple, beaucoup de camions sont venus de la Belgique pour alimenter la région, le nord de la région parisienne. Or, c'est 3 ou 4 heures de route, alors que d'habitude, le camion, il fait une demi-heure de route. Donc ça a un impact aussi sur les prix. Le gouvernement pourrait-il bloquer les prix du carburant? Non, son seul levier, c'est de baisser les taxes. Mais ce n'est pas envisagé. Pour le moment, il a demandé à la répression des fraudes de vérifier que la ristourne de 30 centimes est bien appliquée par les distributeurs. En temps normal, hors période de grève, donc, la France importe une grande partie de ses carburants. 50% du gazole est raffiné à l'étranger, puis acheminé en France. Puisque la situation est aujourd'hui bloquée, pourquoi ne pas faire plus et importer par la route une plus grande quantité de carburant? Questions et réponses, Léa Kebdani et Jean-François Drouillet. Avec les raffineries à l'arrêt, et si nous allions chercher le carburant ailleurs? A-t-on augmenté les importations? Oui, depuis la semaine dernière, les groupes pétroliers et la grande distribution se sont tournés vers les raffineries étrangères. Pour le gazole, 50% de notre consommation venait déjà de l'étranger. Les importations se sont intensifiées. Pour l'essence, en revanche, la France était autosuffisante. Il a donc fallu trouver de nouveaux moyens de s'approvisionner. Pour l'essence, on a dû faire appel à des importations, notamment de Belgique, parce que c'est les pays les plus proches et qui est légèrement excédentaire dans sa capacité de raffinage. Comment ce carburant est-il acheminé? Des pétroliers, principalement en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, livrent les façades maritimes françaises. Le carburant est ensuite transporté via des oléoducs, des barges et des trains dans l'un des 200 dépôts de France. Dernière étape, les camions-citernes transportent le carburant jusqu'aux stations-service. Un parcours long qui demande beaucoup de logistique. Y a-t-il des solutions plus simples? C'est possible, en traversant cette fois les frontières terrestres. Il y a des camions qui viennent des raffineries ou des dépôts belges et qui approvisionnent le nord de la France. Ils ne vont pas très loin. C'est une solution partielle, ça améliore un peu la situation, mais ça ne résout pas le problème. Une solution coûteuse et peu rentable, car les camions-citernes n'ont pas une très grande contenance. Une livraison permet de faire environ 250 pleins. Des stations vides, une demande qui ne faiblit pas, les ingrédients habituels pour alimenter un commerce parallèle. Les ventes à la sauvette, autrement dit, le marché noir avec une petite touche de modernité. Les trafiquants contactent les automobilistes désespérés via les réseaux sociaux. Regardez l'enquête de Benoît Cristal et Benjamin Ray.
Il y a ceux qui font des stocks pour leurs propres besoins, jusque dans des bouteilles d'eau, bien que cela soit interdit. Et ceux qui accumulent des quantités suspectes, bien souvent, pour les revendre au marché noir. Ici, en début de semaine, c'est dans la station elle-même que s'organisait le trafic. Les tarifs sont même encore affichés. 35 € les 10 litres d'essence. Les automobilistes excédés ont dénoncé le revendeur. Il a été interpellé avec 19 bidons d'essence, à peu près 80 litres de carburant. Il a constaté que régulièrement, il y avait une file d'attente. Du coup, il s'est dit « Ah, pourquoi je ne me lance pas et je fais mon petit commerce parallèle ?» Âgé d'une vingtaine d'années, il risque une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La pénurie provoque aussi une augmentation du siphonnage de véhicules. Les individus volent le carburant des véhicules en stationnement la nuit et ils le revendent aux particuliers. Autre méthode constatée hier dans le Val-de-Marne, la prise de contrôle de ces pompes par une bande organisée. Durant 3 heures, ils ont écoulé les stocks de la station en fixant leurs propres tarifs avant d'être interpellés. Ils disaient qu'il n'y avait plus d'essence, après ils négociaient, si tu veux faire un peu d'essence, donne-moi 10 €, je te laisse faire. C'était au moins 15 ou 20 par là. Ouais. Les propositions sont nombreuses également sur les réseaux sociaux. Voici la publicité pour un marché noir improvisé sur un parking. Prix affiché, 3 € le litre. Les revendeurs invitent aussi à des rendez-vous privés. Venez directement à la station essence là-bas et ça va bien se passer, ok? Nous nous sommes rendus à l'adresse indiquée. Le revendeur a disparu. Il faut dire que sur place, un camion-citerne vient tout juste d'arriver, mettant ainsi fin à son commerce illégal.